Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 19h20, le Premier ministre s'adresse aux députés avant le vote de la motion de censure qui est contre lui. Catherine est là. Bonsoir Catherine. Bonsoir Pierre. Éditorialiste politique, grande voix d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir. Chroniqueur politique, premier invité politique d'Europe 1 Soir. Bonsoir Brice Hortefeux. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de l'Immigration. Les mots de Michel Barnier qui continue son discours. Écoutez-le, c'était à l'instant sur la situation budgétaire de la France. Voilà ce que les Français, que nous allons devoir payer chaque année, 60 milliards d'intérêts. C'est davantage que le budget de notre défense ou de notre enseignement supérieur, et sans doute encore davantage demain si nous ne faisions rien. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, voilà la réalité. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est la réalité. J'ai essayé de l'affronter. C'est pas par plaisir que j'ai présenté quasiment que des mesures difficiles dans ce budget. J'aurais préféré distribuer de l'argent, même si nous ne l'avons pas, pour faciliter les choses et les discussions. Cette réalité, elle reste là. Et écoutez-moi bien, elle ne disparaîtra pas par l'enchantement d'une motion de censure. Voilà, la réalité de la dette. La censure ne fera pas disparaître la dette. Brice Hortefeux, comment est-ce que vous avez vécu ces dernières heures et surtout ces minutes-là qui nous espacent entre le vote de cette motion de censure qui semble condamner Michel Barnier ce soir? Oui, il y a plusieurs réalités. La première réalité que l'on connaissait depuis déjà quelques jours, c'est que le Premier ministre Michel Barnier allait proposer un budget difficile sans majorité facile. Ce qui, bien évidemment, compliquait les perspectives. La deuxième réflexion, c'est que les mots qu'il a prononcés il y a quelques instants et qu'on vient d'écouter, finalement résument assez bien l'exercice pendant lequel il a exercé ses fonctions de Premier ministre. C'est-à-dire qu'il se montre à la fois digne, responsable et ouvert, parce qu'il a fait preuve d'ouverture. Maintenant, quant aux conséquences du vote d'une motion de censure, à vrai dire, je fais partie, je ne sais pas si tous ceux qui sont sur ce plateau dans ce studio, avaient davantage de préscience que moi, mais je ne pensais pas sincèrement qu'il pouvait y avoir le vote d'une motion de censure aujourd'hui. Et peut-être, en deux mots, je vous explique pourquoi je ne le pensais pas. Premièrement, parce que cette motion... C'est intéressant parce que Michel Barnier, visiblement, non plus ne pensait pas qu'il y aurait une censure. Eh bien, écoutez, nous sommes donc sur la même ligne. On est au moins deux dans le pays, mais enfin, j'imagine qu'on est peut-être un peu plus nombreux. Aussi. Mais je pense, d'abord parce que cette motion de censure, elle est inutile. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas de solution alternative qui soit proposée, sérieuse. On pourrait penser que si elle avait eu lieu plus tard, en juillet, il y avait d'autres perspectives. Premièrement, elle est inutile. Deuxième élément, elle est incongrue. Elle est incongrue puisque une famille politique, le Rassemblement national, va voter une motion de censure qui attaque le Rassemblement national et qui le prend même comme prétexte pour déposer une motion de censure par la France insoumise. Totalement incongrue. Et enfin, elle est nuisible, ça a été dit à plusieurs reprises. Elle est nuisible. Pourquoi ? Parce qu'on connaît maintenant, et Michel Barnier a commencé dans son discours à les énumérer, elle est nuisible pour 380 000 foyers fiscaux qui vont être assujettis à l'impôt sur le revenu, pour plus de 17 millions de contribuables qui vont avoir davantage d'impôts à payer, pour les crédits du ministère de l'Intérieur. Vous avez rappelé mes anciennes fonctions, et je pense à Bruno Retailleau et à Nicolas Daragon en ce moment même, qui vont faire face à un budget qui n'est pas en augmentation comme ils le pouvaient le supposer, qui vont être confrontés à des difficultés d'emprunt, parce que l'État va emprunter plus difficilement, mais naturellement ça va avoir des conséquences sur nos concitoyens. Donc c'est nuisible. Donc si vous voulez, quand c'est à la fois inutile, incongru et nuisible, c'est effectivement quelque chose que l'on n'a pas vu. On l'a vu, une motion de censure au début de la Ve République, mais elle avait une raison et elle avait des conséquences. Catherine Ney.
Oui, mais cette motion de censure, elle a sa logique. Et c'est Mélenchon qui l'a dit tout de suite. La motion de censure, dans 4 jours, Barnier est plus là, puis après c'est Macron qui s'en va. Voilà. Et c'est ce qu'a répété Coquerel, c'est-à-dire que nous sonnons le glas de Emmanuel Macron. Les députés LFI qui ont été interrogés le disent, ben oui, c'est qu'ils veulent, les gens veulent que Macron s'en aille, et ça sera l'étape d'après la censure. Alors, Marine Le Pen, qui vote la censure, dit qu'elle, mais du tout, la destitution du président, qu'elle laisse cela au Che Guevariste de carnaval qu'est Mélenchon. Mais elle vote quand même la destitution. Elle dit alors, ça sera cette prédécesseur. Donc, je veux dire, c'était ça le but. C'était ça, en espérant, peut-être Mélenchon, que ça hâterait l'élection présidentielle le plus vite possible. Il a 73 ans, il aime mieux que ça se fasse plus vite que... Et Madame Le Pen, peut-être y pense-t-elle, je n'en sais rien, parce qu'elle a aussi les réquisitions de la justice font qu'elle a intérêt à hâter les choses. Réponse là-dessus de Brice Hortefeux. C'est ce que disait un peu Bruno Retailleau, c'est-à-dire que Marine Le Pen a un calendrier. Oui, si l'on veut chercher une cohérence et une logique, c'est à l'évidence celle-là. Et puis, c'est vrai que dans l'histoire de nos républiques, il y a des précédents de démission, puisqu'il y a eu 4 présidents au long, encore une fois, de l'histoire de nos républiques, qui ont été obligés de démissionner. Et un seul, pour des raisons d'affaires, c'était Grévy, puisque c'était l'affaire des ventes de décorations, ce qui était un épisode assez peu glorieux. Mais les 3 autres, et notamment le dernier, Millerand, pour prendre cet exemple, Millerand a été obligé de démissionner au moment de la victoire du cartel des gauches. Et ce qui s'est passé à l'époque, et je suis pas sûr que là, le parallèle puisse se poursuivre, ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle la grève des ministères. Puisque, à ce moment-là, la gauche a dit, tant que Millerand est là, nous n'irons pas au gouvernement. Je suis pas sûr que c'est ce qui se dessine. 19h26, on marque une pause. Vous restez avec nous, Brice Hortefeux, Catherine Day, Olivier d'Artigol. On revient dans un instant dans Europe 1 Soir, sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et toujours avec nous, Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur et de l'Immigration, premier invité politique. Dans ce moment historique où Michel Barnier, on l'a dit, continue de s'adresser aux députés. Juste avant lui, plusieurs chefs de parti. Le dernier en date, c'était Gabriel Attal, qui, comme Laurent Wauquiez, a demandé un sursaut en essayant de dire à certains de ses députés, notamment de son ancienne famille politique au PS, de ne pas voter cette censure. On écoute Gabriel Attal. Mes chers collègues, je vais le dire sans détour, je crois que ce que demandent les Français, c'est en somme moins de bruit et plus d'action. Se taire quand on n'a rien à dire et agir quand on a la chance de pouvoir le faire. Et c'est précisément le projet que cherche à mettre en œuvre Michel Barnier, sans esbrouf, sans faux semblant, avec le sens de l'État. Son projet est clair, agir et avancer. Et je le dis d'autant plus librement que le Premier ministre n'est pas issu de notre famille politique, mais que malgré nos différences, malgré les débats que nous avons eus, malgré les difficultés de cette situation nouvelle, nous avons fait le choix de le soutenir parce que c'est l'intérêt du pays. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal, Brice Hortefeux, est-ce que ces appels au sursaut peuvent encore marcher ? Moi, j'aimerais. Et je pense que Gabriel Attal a raison de le faire, mais enfin, il faut être lucide. Mais ce qui est surtout choquant, et Gabriel Attal a raison, Laurent Wauquiez l'a fait, c'est de ne pas avoir finalement au cœur la seule question qui compte, c'est-à-dire l'intérêt de notre pays. On voit bien qu'on est face à des difficultés considérables. On voit bien que Michel Barnier avait lancé une initiative finalement de redressement. Et ce redressement, là aussi, est arrêté, il est stoppé. Moi, je dis beaucoup, moi je suis souvent dans ma région, en Auvergne, et je l'ai dit encore la semaine dernière, je me suis adressé à des gens qui étaient là pour une manifestation, et je leur ai dit, vous savez, il faut bien qu'on ait tous conscience que nous étions encore la 4e ou 5e puissance mondiale en 2017, que nous sommes aujourd'hui la 7e, qu'on a dégringolé. Oui. Et cette situation est connue. Mais il y a un élément encore beaucoup plus intéressant. C'est que j'ai en même temps rappelé que si nous étions toujours la 7e puissance mondiale, pas pour très longtemps à mon sens, sauf s'il y a ce redressement qui pouvait se poursuivre, nous sommes simplement au 26e rang pour la richesse par habitant. C'est une dégringolade spectaculaire. C'est 15% de moins que les Allemands. C'est la moitié de moins
que les Américains. Et donc, ce sont des signaux qui sont extrêmement forts. Et aujourd'hui, je dis pas que c'est le catastrophe nucléaire, mais je dis en tout cas, c'est un coup d'arrêt à une entreprise de redressement qui était engagée. Et franchement, je pense et que certains responsables politiques ne semblent pas entendre, ne semblent pas réaliser. Ah oui, ça, vous savez, il y a toujours... pour des raisons de calendrier, pour certains, comme on l'a dit. Oui, non, mais il y a d'abord la chorale des autruches, c'est une constante, naturellement, dans la classe politique, c'est-à-dire on met la tête et puis on n'entend rien, on ne voit rien, ne comprend rien, ne tire aucune leçon. Et puis, il y a ceux qui ont fait des calculs, et ce sont des mauvais calculs pour notre pays. Olivier d'Artigol. La séquence s'achève avec le discours de Michel Barnier. Peut-être a-t-il pris les accents du président du Conseil, Émile Beaufort. Je ne sais pas si vous en souvenez. Ça y est, on est reparti dans l'histoire. Joué par Jean Gabin dans le film Le Président. Absolument. Peut-être qu'il a énoncé quelques vérités à la représentation nationale. 3 moments. D'abord, la dissolution. Une dissolution sans raison valable. Ça n'est pas rien. Dans un pays très fracturé ou avec une démocratie en mauvais état. Deuxième moment, nomination de Michel Barnier qui a fait ce qu'il a pu, mais sans socle véritablement commun. Je lisais un off dans la presse où un député Renaissance disait en direction des députés LR, on ne se parle pas, on ne s'aime pas. Donc ça a été pareil au gouvernement. Oui, donc ça a été ce que nous avons premier séminaire gouvernemental. Il y avait des petites tables de 4 ou 5 et personne ne se parlait. Donc ce socle commun n'a pas véritablement existé. Il y a plusieurs tables, c'est difficile. Et ce qu'a pointé Catherine, la déflagration des réquisitions du 13 novembre dans le procès du RN, que très certainement Michel Barnier, pris dans les affaires courantes, a peu considéré dans le changement très certainement de stratégie politique, mais dans la psychologie profonde de Marine Le Pen, un animal politique blessé et qui très certainement était amené à renverser la table pour accélérer un calendrier. Et ça, il a sous-estimé cette dimension-là. Ça, c'est une question que vous posez à Brice Hortefeux, je pense, Olivier d'Artigol. C'est on peut vraiment flatter Michel Barnier pour son travail et son opiniâtreté, sa détermination, c'est 90 jours. Mais ce qu'on lui reproche dernièrement, et je pense le RN aussi, c'est qu'il a mis du temps à recevoir Marine Le Pen, il a mis du temps à l'écouter, à écouter ses doléances. Est-ce que il a bien joué là-dessus ou au contraire ça a été une erreur ? C'est pas comme ça moi que je l'ai ressenti, je l'ai lu comme chacun de vous. Moi je trouve qu'au contraire, depuis qu'il a pris ses fonctions, il a fait preuve encore une fois d'écoute, d'attention, d'une certaine habileté, même un peu d'humour au moment où il le fallait. Mais on l'a découvert. On l'a un peu découvert. Oui, vous disiez que c'était pas un agent d'ambiance, en fait. Non, mais j'étais étonnée par toujours un trait d'humour très british. Et c'était toujours... il apportait... Bon, l'humour ne fait pas tout, malheureusement, ça n'a pas pu le consolider. Oui, vous savez, l'humour, c'est... La formule, c'est quoi ? C'est la politesse du désespoir. La politesse, c'est ça. Je cherchais la politesse du désespoir. Donc, il y avait la politesse. Je suis pas sûr qu'il y avait du désespoir. Là, il y en a un petit peu quand même. Aujourd'hui, il y est confronté. Mais moi, je partage assez cet avis sur les raisons du vote du Rassemblement national. Il peut y avoir en réalité 3 raisons. La première, c'est tout simplement un phénomène qu'on connaît pas simplement dans ce domaine, c'est le moteur qui s'emballe. On accumule des reproches, des demandes, des choses comme ça, puis finalement on n'arrive plus à contrôler, il faut continuer, et finalement on va dans le mur. On l'a vu sur des sujets absolument graves et gravissimes, même des conflits. Des guerres s'enclenchent comme ça. Des guerres s'enclenchent comme ça, c'est pour ça que j'ai il y a une deuxième possibilité, c'est effectivement la violence des réquisitions sur un sujet qui, à mon sens, ne méritait pas une telle... Sur les assistants parlementaires, l'exécution provisoire notamment. L'exécution provisoire notamment, et même d'ailleurs la question de fond. Bon, je ne vais pas engager le débat là-dessus, mais enfin, sur le rôle d'un assistant parlementaire, les rapports qu'il doit avoir avec un député, il y avait beaucoup de choses à dire, et je pense qu'elle a été impressionnée par la violence. Et puis, il y a cette troisième possibilité, c'est d'obtenir rapidement la démission du chef de l'État, mais ce n'est pas elle qui en a les clés. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, on a repassé un son tout à l'heure qui était daté du 23 juillet dernier, alors qu'on était à 3 jours des JO, et le confrère de France Télévisions interrogeait le président, pourquoi est-ce que vous avez dissous ? Et il disait, mais parce que il y avait un risque de censure à l'automne. On y est. Oui, si c'était tout ça pour ça,
Non, il avait surtout indiqué que c'était une entreprise de clarification et nous aboutissons à une conclusion dans la confusion. Donc, je ne peux pas dire que ça soit un franc succès. Merci beaucoup Brice Hortefeux d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir. Je vous signale qu'au cœur de l'histoire vous attend tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1 avec Stéphane Bern du lundi au vendredi, Virginie Giraud samedi et dimanche. Ils font le récit d'événements, de lieux, de personnages qui ont façonné l'histoire. Demain, Coco Chanel, créatrice de mode, sa propre légende racontée par Stéphane Bern. Tous les épisodes d'Au cœur en l'histoire sont à retrouver dès maintenant en replay et en podcast sur Europe 1. A tout de suite, on se retrouve avec Catherine Ney et Olivier d'Artigol et on continue à décrypter ce moment historique qui est le vote de la censure. À tout de suite sur Europe 1.